tous et bienvenue dans les rendez-vous de l'info, votre rendez-vous hebdomadaire tous les samedis soirs, tous les dimanches soirs à 19 h. Nous revenons sur l'actualité de la semaine à Mayotte en compagnie d'un invité. Aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Salim Farsi, conseiller en insertion professionnelle. Je vous propose de le retrouver sans plus tarder. Nous venons de retrouver notre invité, il est en face de moi, il s'appelle Salim Farsi, il est conseiller en insertion professionnelle. Salim, bonjour. Oui, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour les rendez-vous de l'info. Et je précise, nous sommes en extérieur, c'est le principe de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes à la plage du Pendu, dans la commune de Mamoudzou, un lieu qu'a choisi Salim qui va nous dire pourquoi. Salim, pourquoi ce lieu ? Eh bien, dans la commune de Mamoudzou, chef-lieu, pour moi, c'est le seul lieu paisible, tranquille, hein, en ces périodes-là, où on peut se poser, éventuellement déjeuner en toute tranquillité et pouvoir aborder effectivement les sujets qui nous intéressent aujourd'hui sur Mayotte. Effectivement, je vous laisse découvrir le paysage qui se trouve derrière nous, un paysage magnifique avec derrière la petite terre que beaucoup d'entre vous connaissent effectivement. Donc Salim, nous allons parler d'actualité, celle de cette semaine, avec un sujet qui dure depuis un moment, mais qui cette semaine a pris un autre tournant. Il s'agit de la grève à la Sodifram. En effet, le mouvement dure depuis le mois de juin dernier, l'année dernière, et maintenant, ça fait plusieurs mois que le dialogue est rompu, on va dire, entre la direction et les représentants syndicaux. Ce dimanche, une des représentantes du mouvement FO national est venue à Mayotte. Il s'agit de Madame Carole Desiano, qui est très exactement secrétaire générale de la branche grande distribution du syndicat FO SGTA. Elle livrait ses impressions ce lundi au micro de Camille Leca. Ce matin, au dépôt de la Sodifram, les salariés grévistes ont accueilli un soutien de poids, la secrétaire fédérale de la branche grande distribution du syndicat Force ouvrière. Fraîchement arrivée de métropole, Carole Desiano s'est initiée à la grève couleur locale avec danse et musique. Mais malgré la bonne humeur affichée, le secrétaire départemental FO reste lui déterminé à se battre contre le licenciement de 5 de ses collègues délégués du personnel. Comme toute visite de secrétaire fédéral, on a de coutume, on l'amène voir le préfet pour discuter un peu et voir un peu les impressions des uns et des autres sur ce conflit. Et peut-être que va émerger une solution. C'est à force de discuter qu'on a des solutions. Donc nous, on est pour le dialogue social. On continue à consulter un peu tout le monde et à essayer de trouver ensemble une solution qui soit la plus réaliste possible. Le cortège a donc défilé dans les rues de Mamoudzou, direction la préfecture, où une réunion était programmée avec le préfet à la mi-journée. Mais il s'agissait d'une simple visite de courtoisie, aucune solution n'en est ressortie. Salim, on vient de le voir dans le reportage, Carole Desiano, représentant de FO national à Mayotte, pour tenter de régler ce conflit. Vous pensez qu'il fallait aller jusque-là ? Dans un contexte social aujourd'hui où la Sodifram a montré en tout cas un sentiment de mépris, je ne dirais pas ça ainsi, mais en tout cas le dialogue était rompu. Il fallait quand même que quelqu'un, en tout cas qu'un représentant d'une organisation syndicale puisse venir aider les deux parties qui ont d'ailleurs toujours travaillé ensemble, salariés et employeurs. Donc une grève qui perdurait depuis ça fait un bon moment quand même, ça voulait bien dire qu'il n'y avait plus de dialogue et le dialogue était rompu. Donc si Madame Desiano a pu se déplacer et venir aider
ces deux acteurs-là, ça ne peut que, j'allais dire, faire du bien pour l'activité économique du pays. Elle est venue en soutien à ces représentants FO. Et en fait, justement, depuis ce reportage, rien n'a, semble-t-il, bougé, puisque des réunions ont eu lieu entre la direction et ses représentants, et ça n'a pas forcément changé quoi que ce soit. Et justement, en fait, depuis le début de cette grève, la direction n'avait pas forcément fait d'intervention publique, et chose qui a été réglée justement puisque l'un des membres de la direction est venu rompre le silence de la Sodifram. Il s'agit de monsieur Darkawi Twalia Kolo, qui était vendredi l'invité du temps de parole, et il répondait aux questions de Patrick Millan. On l'écoute. Il faut comprendre, Patrick, que c'est une grève qui a commencé depuis le mois de juin dernier. C'est vrai. C'est là où est née l'origine de cette grève-là. Pour mieux comprendre les choses, il est important de tracer un petit peu l'historique de tout ça. Il s'agissait d'un délégué syndical qui ne voulait pas travailler. Également, il faut souligner que le législateur... Et là, il a repris le travail, ça y est. Oui, tout à fait, ouais. Il a repris le travail. Ouais. Le législateur lui octroie un certain nombre d'heures qui étaient payées... Donc, tout ça, c'est rentré dans l'ordre. Tout ça, c'est rentré dans l'ordre. Toutefois, il faut tout à fait... il faut pourtant le souligner qu'aujourd'hui ils ont repris la grève parce que effectivement la Sodifram a entamé un projet de licenciement, en tout cas sur un certain nombre de personnes qui ont fait des fautes, et c'est des fautes graves. J'ai souvent entendu que la Sodifram est contre les syndicats, anti-grève, anti-FO, etc. C'est totalement faux, et c'est justement ça qui a fait qu'aujourd'hui la Sodifram sort de sa réserve, parce que jusqu'à là on n'avait pas souhaité nous exprimer, communiquer par respect de ces personnes, parce que malgré tout c'est des vies privées qui sont plus ou moins concernées, et indirectement en deuxième temps il y a également la procédure qui se trouve aujourd'hui à la DIECT, donc par respect de l'instruction on s'était mis en réserve. On vient d'entendre monsieur Darkawi Twalia Kolo, qui est, je précise, directeur des ressources humaines de la Sodifram. Donc lui, il donne sa version des faits concernant cette grève, parce que jusqu'à maintenant, on a plus entendu les syndicats. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui vient d'être dit, Salim? Eh bien, encore une fois, on voit que l'employeur se réveille. Il est toujours dommage, comme il est de coutume, de constater que dans cette société, on attend que le mal soit fait avant de pouvoir mettre en place des actions. Aussi bien la Sodifram que les institutions qui doivent gérer ce genre de conflit se réveille tout d'un coup. Donc c'est quand même assez dommage d'en arriver là. Justement, on vient d'entendre Darkawi Twalia Kolo qui dit, lui, que justement cette réserve était due au fait qu'il voulait respecter l'instruction qui était en cours, qui est actuellement en cours à la DIECT. Donc c'est peut-être pour ne pas influencer dans un sens ou dans un autre l'opinion. C'est peut-être justifié, non, de leur côté. Le droit du travail permet en effet un certain nombre de choses, un certain nombre de procédures, surtout liées à des personnels protégés, comme on peut les appeler. Il est étonnant quand même que cette durée était plusieurs mois. Voilà, et durait plusieurs mois avant de voir la prise en compte aussi bien des demandes, des doléances de ces représentants syndicaux, mais également des doléances de l'autre collectif, de la Sodifram. C'est peut-être la venue de la secrétaire générale nationale FO qui a peut-être provoqué cette réaction. Très certainement, en tout cas on constate. Dans la même semaine, mais il est toujours dommage aujourd'hui d'attendre qu'il y ait en effet un représentant du national qui vienne pour qu'on se remue un petit peu à faire avancer les choses. En tout cas, l'instruction est en cours à la DIECT. Nous allons suivre cette affaire de très près qui, me semble-t-il, va encore durer un moment. Autre sujet traité par notre rédaction cette semaine, la situation embarrassante, voire désastreuse dans laquelle se trouve James Etev. Donc c'est un sexagénaire expulsé de ses locaux commerciaux. Donc son entreprise, en fait, il a dû quitter les locaux il y a 6 mois parce que le propriétaire a voulu récupérer les lieux, et alors même qu'un un bail avait été consenti. Les explications de Shakila Youssouf. J'ai pas les larmes aux yeux, mais j'ai la dent, ça bat un peu plus fort
que tous les autres moments, parce que c'est ma vie que je laisse là. C'est un homme fatigué et brisé que nous retrouvons ce matin. James était responsable d'un petit commerce, SARL TOC de café depuis 9 ans à Kawini. Il y a quelques mois, il doit quitter son commerce alors que son bail commercial était toujours en cours. Aujourd'hui, une procédure judiciaire est lancée. James est soutenu dans sa démarche par Saïd Bouda, le représentant des syndicats des petits et moyens commerces. Nous comptons voir les tribunaux et voir aussi les avocats pour bien gérer les choses, pour que ça aille dans de bonnes conditions. Mais vous comprenez la décision du juge? Il faut voir le tribunal administratif, le tribunal du commerce. On verra tous les éléments nécessaires. Voilà. En 2005, Etev ouvre son commerce, TOC de café, situé sur la rue de la Grande Traversée de Kawini. Les affaires marchent bien, mais 4 ans après, la fille du propriétaire de son local rentre à Mayotte et demande la restitution des locaux. 5 ans et demi plus tard, il est expulsé. Depuis plus de 6 mois, il dort dans un conteneur. L'homme originaire de La Réunion ne comprend toujours pas ce qui lui arrive. Il y a des règles des deux côtés, c'est-à-dire il y a des devoirs de l'un et il y a aussi les devoirs de l'autre. Il y a des obligations. On ne peut pas du jour au lendemain dire on récupère sa maison, on récupère son endroit parce que il y a une convoitise, je pense, des voisins et qui veulent que comme ça marche, ils veulent récupérer. Il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être proposé aussi un peu plus au niveau du loyer pour dire que ça m'intéresse. Donc je pense que c'est ça qui a fait que je suis aujourd'hui à la rue. Parce qu'ils n'ont même pas attendu la décision du tribunal, parce qu'il faut une décision du tribunal pour faire une expulsion. La machine judiciaire est lancée en 2005, mais rien ne semble avoir changé depuis. Ici, dans ce nouveau habitat de fortune, pas d'eau ni d'électricité. Mais James Etev poursuit son combat pour, dit-il, retrouver sa dignité. On vient de le voir, la situation de cet entrepreneur est catastrophique, mais ce n'est pas un cas isolé puisque la situation se présente très fréquemment ici à Mayotte. Que pensez-vous de ce genre de comportement, que ce soit le fait que ces propriétaires, alors qu'ils ont signé un bail commercial, ils ont consenti un bail commercial, veuillent reprendre leur maison, enfin leur local comme ça. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire, Salim? Il y avait un bail qui se signait, qui doit être respecté. Ma foi, si son fonds de commerce a bien fonctionné, c'est qu'il s'est investi aussi. Donc là aussi, la création d'entreprises, le développement d'entreprises, il y a des structures qui peuvent soutenir tout cela. Donc s'il y a une personne qui souhaite reprendre, qu'elle reprenne en tout cas sur le dialogue, sur une négociation avant Parce que là, l'affaire a été portée devant les tribunaux, faut dire. Une logique digne de ce nom en tout cas. Bien sûr. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'ils se laissent faire. On a tous pris le café chez James. En effet, c'est une entreprise qui fonctionnait très très bien. L'accueil était très très honorable. Maintenant, donc vous connaissez le lieu, vous connaissez, voilà, bien évidemment, c'est notre passage. Donc il doit continuer son combat. Surtout qu'en ce moment, on encourage beaucoup l'initiative entrepreneuriale. Et là, on voit cette personne, en plus un sexagénaire, donc il a passé l'âge où les aides et autres sont attribuées. Il a réussi à faire son commerce, à le faire fonctionner. Et d'un coup, il se retrouve dans cette situation qui surprend. Et ça veut dire que les entrepreneurs ne sont pas à l'abri aujourd'hui quand ils montent leurs affaires. Enfin, selon vous? Quand on développe une entreprise, en effet, c'est un projet de vie. Oui, donc du jour au lendemain, le voir partir en miettes comme ça, et en effet, ça doit faire mal. Et étant donné son âge, moi, je serais d'avis à ce qu'il continue son combat. Et il ne faudrait pas que dans ce cas de figure-là, que le pouvoir public, en tout cas les organismes compétents, restent en tout cas sans réaction dans cette situation qui peut envenimer en tout cas la création d'activités à Mayotte, parce que si celui qui a un projet similaire à M. Etev, bien évidemment, aura du mal. On sait très très bien que les locaux commerciaux aujourd'hui sont une denrée rare à Mayotte, mais quand même, on est là face à une situation très très urgente, très très difficile, qui mérite en tout cas une prise en compte de tous les organismes les partenaires qui peuvent l'aider, en tout cas.
Donc on lui souhaite tout le courage pour retrouver justement avoir gain de cause. Donc à travers ce sujet que l'on vient de voir, il devient important de sécuriser les entreprises et justement cela se passe aussi par des mesures préventives et c'est ce que a mis en place justement la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, la CSSM, qui a tenu à lancer une grande campagne d'information concernant ce nouveau dispositif qui est la tarification qui est adressée aux entreprises mahoraises. Donc il s'agit ici d'une cotisation payée chaque année par les entreprises pour assurer leurs salariés contre les risques professionnels, c'est-à-dire, exemple, les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles. Les précisions d'Abbas Alidi. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte a jusqu'en 2025 pour mettre ses fichiers à jour concernant les entreprises. La tarification a pour but la solidarité entre entreprises, l'incitation financière à la prévention et l'équilibre financier du régime AT-MP. Cette tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles est en pleine évolution. Les entreprises locales doivent jongler entre un jargon inconnu et des nouvelles données qu'ils doivent intégrer. Cette campagne d'information est donc la bienvenue. Aujourd'hui, nous avons appris comment on va calculer les tarifications et puis le différence minimum de paiement, comment on va sécuriser les agents qui travaillent avec les entreprises, comment on va aussi déclarer les gens qui travaillent dans les entreprises. Et si on a déjà aussi quelque chose qu'on ne connaît pas, bien on sera obligé de revenir encore au bureau pour prendre des connaissances de cause. Et les entreprises devront encore attendre. Pour percevoir sa notification définitive, il faudra attendre 2015, voire 2016. Le but premier est surtout de préparer les entreprises à ce nouvel aspect du droit commun. La tarification va faire sa grande apparition et il faut préparer le terrain. Mais le but aujourd'hui, c'était d'expliquer aux gens le classement. Comment on a classé les entreprises, parce que c'est pas la tarification arrive, mais ce n'est pas le but. Aujourd'hui, c'est comment on classe les établissements, comment on leur donne un code de risque. Donc au début, on doit leur expliquer c'est quoi et comment, parce qu'on ne peut pas être aligné comme ça si on n'a pas classé l'entreprise dans chaque activité que l'entreprise exerce. Il faudra attendre la fin de l'année pour fiabiliser et régulariser tous les fichiers entreprises de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. En attendant, cette campagne d'information durera plusieurs mois, jusqu'au 10 décembre en effet. Les agents de la CSSM seront tous les mercredis matins place de la République afin de sensibiliser les entreprises. Salim, on le voit depuis l'arrivée du département à Mayotte, beaucoup de choses sont en train de se passer dans les différentes institutions, des choses se mettent en place. Là, c'est la CSSM qui vient justement informer les entreprises mahoraises. Est-ce que vous pensez que cette campagne sera suffisante et que les entreprises vont justement pouvoir s'en sortir? Parce que là, c'est beaucoup de choses en fait en même temps qui arrivent pour elles. On regarde, en tout cas, on fait l'état des lieux de la table, en tout cas des entreprises qu'on avait là. On voit bien évidemment des employeurs d'un âge déjà repoussé, plus de 50 ans très certainement. Donc ces entreprises-là sont de manière générale des petites et moyennes entreprises, ce qu'on appelle des TPE, PME, qui demandent un accompagnement, en tout cas un suivi en amont, mais aussi un accompagnement dans la durée. Sans cela, je pense qu'on pourra les recenser, on pourra identifier où ils sont, mais l'objectif attendu étant la cotisation, le système social risquerait en tout cas d'être mené à mal. Qu'est-ce que pour vous ça peut concrètement donner dans les entreprises? Est-ce que les salariés, eux, sont conscients de ça selon vous? Enfin, je ne sais pas, vous qui êtes dans l'insertion professionnelle, est-ce que vous avez l'impression que c'est des notions qui leur parlent? De plus en plus, oui. Aujourd'hui, la législation arrive, aussi bien le salarié a des droits, a des obligations, l'employeur aussi a des droits, mais aussi des obligations. Donc le minimum pour une entreprise, c'est de protéger son salarié. Et donc je estime, oui, que la population, en tout cas active aujourd'hui, commence à être sensible sur cette notion de risque professionnel, accident du travail. Donc, on le rappelle, donc tous les mercredis de 8h à 10h au comité du tourisme,
rythme, les entreprises pourront justement poser leurs questions aux agents de la CSSM, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, jusqu'à décembre de cette année. Autre sujet qui a marqué l'actualité cette semaine, les remous qui ont affecté les professions juridiques. En fait, il s'agit d'une contestation qui est née à la suite de la réforme annoncée des professions réglementées. Donc après les huissiers, ce sont maintenant les notaires qui ont manifesté leur mécontentement. Selon eux, cette réforme mettrait en péril le système de protection juridique au sens large. Davantage de précisions avec Camille Leca. Fait rarissime, le notariat français est en grève aujourd'hui. À Mayotte, les 2 seuls notaires ont répondu à l'appel. Les raisons de la colère, le projet de réforme des professions réglementées. Ils dénoncent la volonté du gouvernement de briser le système juridique actuel pour le transformer peu à peu en système à l'anglo-saxonne, plus procédurier mais aussi plus coûteux. Pour les notaires, la crainte se focalise autour du plafonnement des honoraires et du transfert de certaines de leurs compétences à d'autres professionnels. 2 choses qui seraient à leurs yeux préjudiciables pour les clients. Ça veut dire qu'on va laisser une possibilité de dire tel acte, on va le faire à tel tarif en fonction de tel client. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que ce sont les actes pour lesquels on va avoir le plus d'émoluments, le plus d'honoraires, sur lesquels on va pouvoir le plus faire de réduction. Et les petits actes qui ne nous rapportent pas beaucoup, bien, soit on les recevra et avec un plafond maximum, soit on ne les recevra plus. Puisque comme on aura la possibilité d'envoyer les personnes vers d'autres professionnels, on décidera de ne plus faire ces actes-là. Autre cible de la réforme, les avocats. Pour eux aussi, c'est toute une profession qu'on veut affaiblir au détriment des clients. Par exemple, en matière de divorce, qu'on confierait une partie de divorce, notamment par consentement mutuel au greffier, ça c'est très inquiétant parce que un acte de divorce rédigé par un avocat revêt toutes les garanties qui doivent rassurer les justiciables en termes de sécurité juridique. Donc confier un acte de divorce à des non-professionnels tels que les avocats, ça serait quand même un peu dangereux pour la sécurité des droits des justiciables. Les huissiers, les notaires et bientôt les avocats en grève. Le monde juridique en ce moment est en pleine effervescence. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme, Salim? On vit, je l'ai dit tout à l'heure, en pleine mutation. Aujourd'hui, la société est en pleine mutation, est en plein chamboulement. Mais de là à modifier complètement le système juridique, en tout cas ces professions, les professions qui sont concernées aujourd'hui, ça nous amène en tout cas à beaucoup d'interrogations. C'est comme si depuis toutes ces années, ces personnes-là n'avaient pas le lieu d'être en tout cas, ou les actes professionnels qu'ils occupaient n'avaient pas lieu d'être. Alors que les cas de figure, ils sont toujours, ils demeureront. Donc j'ose espérer que le législateur, en tout cas qui a mis en place des études et qui a pris une décision aujourd'hui allant dans le sens des transferts des compétences vers une profession à une autre, a bien réfléchi, afin de pouvoir mettre en place cette réforme. On le voit ici, en fait, les notaires et les huissiers et notamment les avocats évoquent en fait un problème pour tout ce qui est la sécurisation des actes juridiques. En fait, c'est quand même grave. Moi, citoyen, je me rends compte que si je dois mener une procédure prochainement, rien ne me facilitera la tâche et il n'y a pas de promesse, en tout cas, de sécurité. Aussi bien de l'information, sécurité de mes biens, sécurité des actes professionnels dont je pourrais y bénéficier. À mon sens, c'est très très grave. Donc encore une fois, j'ose espérer que ce changement va aller dans le sens voulu par la société, par la population, par les citoyens. Donc une réforme, je le rappelle, initiée par l'ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, mais l'actuel ministre de l'économie, M. Emmanuel Macron, a précisé qu'une concertation sera ouverte avec ces professions justement pour trouver un terrain d'entente, notamment. Affaire à suivre, nous vous en dirons davantage dans nos prochains numéros. Je vous propose désormais de faire une petite pause après cette page de pub.
de retour dans les rendez-vous de l'info sur KTV. Nous sommes ici sur la plage du Pendu dans la commune de Mamoudzou avec notre invité Salim Farsi, conseiller en insertion professionnelle. Salim, merci à vous d'être là, encore avec nous pour la suite de l'émission. Oui, bien sûr, endroit bien choisi. Alors ce week-end, le patrimoine de l'île était à l'honneur, avec de nombreux sites qui ont été pris d'assaut par les visiteurs. 2 jours pour célébrer le patrimoine, 2 jours pour se l'approprier, se réapproprier l'histoire de l'île. Alors parmi les lieux qui ont eu du succès, la réserve de l'île Ombouzy, Kaby Saïd Adinani a pu visiter en compagnie des naturalistes. Je vous laisse regarder ces quelques images. Samedi, dimanche, pas de précipitation. Pour visiter l'île Ombouzy, il faudra s'y rendre pour les plus courageux en kayak. Les inscriptions auprès des naturalistes sont en effet closes. Comptez en moyenne 45 minutes si vous partez de Passemaïti. L'île Ombouzy est l'une des rares réserves nationales qui possède une partie terrestre et une autre marine. Les scientifiques y découvrent de nouvelles espèces, des végétaux que l'on croyait disparus y vivent, des oiseaux rares s'y cachent. Alors les différentes espèces qu'on pourra croiser déjà dès le bateau, en tout cas c'est par exemple le paille en queue à bec jaune qui est ce très bel oiseau marin. Nous aurons l'occasion aussi d'apercevoir quelques espèces d'oiseaux tels que le zostérops ou bien si on a de la chance le suimanga, le foudi. Nous pourrons aussi bien évidemment apprendre à découvrir la forêt sèche, c'est-à-dire les différentes espèces vraiment qui sont caractéristiques de Mayotte et certaines d'entre elles ne sont retrouvées d'ailleurs nulle part ailleurs. Des journées du patrimoine qui ont également un enjeu écologique, car les 82 hectares que représente l'îlot abritent 14 espèces de plantes remarquables et protégées et des arbres emblématiques tels que l'ébène des Comores. L'île Ombouzy, c'est également un pan d'histoire de Mayotte, l'histoire de ces malades que l'on emmenait ici afin de se faire soigner. L'un des signes d'habitation, c'est, comme vous le voyez sur le baobab, des traces d'écorçage. Voilà, ici, partie de l'écorce qui était récupérée pour réaliser par exemple tout ce qui est cordage. Malgré ce que l'on pourrait croire, l'accès à l'îlot est libre et ce quelle que soit la période de l'année. Néanmoins, des règles doivent être respectées. Il est interdit de naviguer à plus de 5 nœuds à l'intérieur de la réserve. Interdiction également de jeter l'ancre et de s'amarrer au bouée jaune de balisage. Pas de feu sur l'îlot, pas de camping également. Dans la journée, en plus de la visite de la forêt, un parcours de la réserve marine est également prévu. La réserve de l'île Ombouzy, vous connaissiez Salim, vous y êtes déjà allé? Tel que l'a dit l'historique de l'île Ombouzy, que je maîtrise très bien, parfaitement, c'est que oui, ce fut un refuge de malades. Puis c'est devenu une zone agricole, puisque mes grands-parents y ont cultivé. On y faisait des voyages, des allers-retours en pirogue, il y a une quinzaine d'années. Donc c'est très récent, les souvenirs sont là. Maintenant, aujourd'hui, c'est une habitation des maquis, de nos espèces protégées. L'îlot est protégé, donc c'est plutôt rassurant, puisqu'en effet, il y a des plantes médicinales que l'on connaît. Donc aujourd'hui, il fallait en effet, étant donné que l'île n'est pas accessible à pied, il fallait bien évidemment organiser peut-être cette journée-là pour que tout un chacun puisse la découvrir. Parce que je le rappelle, l'accès à l'île n'est pas interdit, mais il y a des mesures qu'il faut respecter. Il ne faut surtout pas naviguer trop proche et il faut justement respecter certaines règles d'or, telles que laisser le site propre, ne pas allumer de feu. Donc pour vous, l'île Ombouzy a encore beaucoup d'années devant elle avant de se détériorer, parce que bon, comme on le sait, le problème avec les îlots ici, c'est que souvent certaines personnes s'y présentent et ne respectent pas forcément le lieu. On voit que le pouvoir public a pris la chose en main, donc ça promet plutôt une belle avenir de l'îlot. Responsabiliser, informer, je pense qu'on a en tout cas de belles années de visite de l'île Ombouzy.
D'accord, donc l'îlot Mbouzi, cette réserve, un pan de l'histoire de Mayotte, mais aussi un bel atout pour le tourisme de l'île. D'ailleurs, en parlant de tourisme, vous savez que les 3 et 4 octobre prochains aura lieu la troisième édition du Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte. Et la thématique cette année, c'est l'hébergement, une problématique qui reste encore à régler ici à Mayotte. Le reportage de Camille Leca. Venez dormir chez moi. Voilà le slogan du Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte, version 2014. Pour cette 3e édition, le comité du tourisme a voulu s'atteler à un problème de fond, l'hébergement encore trop peu développé sur l'île au lagon. Pour rappel, en 2013, seuls 30% des 52 000 touristes avaient été hébergés en chambre d'hôtes, gîtes ou hôtels. C'est donc sans surprise que l'hébergement est mis à l'honneur cette année. On aura un débat public sur l'hébergement. Ça sera un moment d'échange et d'information sur les problématiques qui sont liées sur l'hébergement à Mayotte. Vous savez, aujourd'hui, on est à 1200 lits à Mayotte. Il y a eu des appels à projets qui ont été lancés. On y travaille. Les services du Conseil général et le CDTM y travaillent énormément sur ce projet. Mais on sait qu'on est confronté à beaucoup de difficultés, notamment le foncier. Pendant le salon, un débat public, des conférences et des expositions seront organisées dans le but de valoriser les 1100 lits existants et de trouver des solutions de développement d'hébergement. Installés sur le parvis du comité du tourisme, les visiteurs pourront aussi découvrir les 6 univers proposés, allant du grand tourisme, des sports et loisirs, au tourisme gourmand en passant par le tourisme artisanal, mais aussi associatif et institutionnel. Pour cette année, comme nouveauté, on va voir une initiation au golf. On aura le poney comme l'année dernière, mais il y aura aussi des animations de masques de beauté un peu plus par rapport à l'année dernière. Le public est donc attendu nombreux les 3 et 4 octobre prochains pour participer à ce coup de projecteur sur le potentiel touristique local. Le tourisme à Mayotte a un vrai potentiel. Justement, on le voit derrière nous, ce lagon à perte de vue. Un lagon qui, je le rappelle, est également l'un des plus beaux au monde. Mais on le voit, un handicap, celui de l'hébergement. Qu'est-ce que ça vous inspire, Salim ? Alors, il y a un travail énorme à faire dans ce domaine-là. On le voit, que ceci a été pris en compte par le Conseil général, ça a été pris en compte par le comité du tourisme pour mettre en place en tout cas ce salon avec la thématique ô combien importante. C'est qu'aujourd'hui, en effet, il y a un malaise dans ce sens-là. Il y a peut-être aussi un travail à faire sur les prix. Là, on va voir, on va vivre le salon, on va attendre les avis des uns des autres. S'il y a un bilan à faire, on le fera. En tout cas, on aura des résultats. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un effort à faire sur les prix et sur le choix de la clientèle aussi. Aujourd'hui, c'est-à-dire le choix de la clientèle. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on attend que ce soit les touristes venant vraiment de l'extérieur, quand je dis extérieur, je dis vraiment de l'Europe et autres, à venir occuper nos chambres d'hôtes, alors que à Mayotte, on peut être des touristes aussi. Hein. Oui, le tourisme local voilà, en fait. Le tourisme local peut faire marcher ce secteur d'activité. Donc, il y a un travail à faire sur les prix pour moi. Il y a un travail à faire sur l'information, la communication. Ça devrait pouvoir arranger, en tout cas, encourager la création, chambre d'hôtes, hôtel. On a entendu parler d'un hôtel qui devait venir ici depuis un bon bout de temps. Il n'est toujours pas là. D'ailleurs, on est sur le site de la plage du Pendu. Derrière nous, vous le voyez peut-être déjà, ces maisons abandonnées. On ne comprend pas. Un site comme celui-là avec des constructions qui auraient pu servir justement à augmenter ce parc hôtelier. Comment ça, on ne comprend pas un peu. C'est contradictoire, non? Vous ne trouvez pas? Alors, j'avais choisi bien évidemment le lieu eu égard à l'actualité, mais c'est vrai que aussi, si je me tourne vers Petite-Terre, en effet, je suis fier de mon île, mais à ma droite, en effet, je ne comprends pas. Ça contraste beaucoup en fait. On a d'un côté la mer, puis de l'autre ces constructions abandonnées qui tombent en ruine.
alors qu'on parle aujourd'hui d'un hébergement qui manque concernant le tourisme en fait. Oui, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Alors, ici, il y a un complexe hôtelier peut-être qui devait naître. En tout cas, on le voit en ruine. C'est dommage. Je pense à la personne qui a investi. Et je trouve très dommage qu'il n'y ait pas eu un suivi en amont et en aval pour que ça puisse voir le jour. En tout cas, ce lieu aurait en tout cas encouragé les gens à venir le visiter. Et pour revenir sur le thème qu'a choisi le conseil général sur « Viens habiter chez moi », il était temps peut-être qu'on puisse y travailler là-dessus, parce que sur des week-ends, ne serait-ce que sur des week-ends, les vrais hôtels, en général, ils sont déjà archi bouchés. Il n'y a plus de place. Donc, il y a peut-être beaucoup de travail à faire. Et comme je dis, repenser les choses différemment. Il faudrait peut-être qu'on commence à repenser les choses différemment, car c'est un secteur, on le dit, qui est voué à de belles avenirs. C'est peut-être le seul secteur qui peut faire de Mayotte une destination de rêve. Il y a des choses à faire pour pouvoir en tout cas concrétiser ces projets. En tout cas, le salon du tourisme et des loisirs de Mayotte, ce sera le 3 et 4 octobre prochain. Tourisme, on voit que le handicap, un des handicaps qui fait que le tourisme a un peu de mal à décoller à Mayotte, l'hébergement. Et on a aussi souvent le sentiment que l'île qui est belle, justement au niveau des ordures, c'est pas encore ça. C'est le cas de ce reportage, de ce qu'on va voir dans ce reportage qui a été tourné à Koungou, où on voit que les habitants ne sont pas forcément concernés par ce problème des ordures qui traînent. Donc on regarde ce reportage de Shakila Issouf. Kida et ses amis sont fiers de travailler au service technique de leur commune de Koungou. Ces mamans travaillent depuis 1 an. Elles gagnent 580 € par mois et s'estiment satisfaits de leur travail. Pourtant, l'amertume est là. Elles ont ratissé ce secteur et quelques jours plus tard, elles retrouvent de nouveau des déchets sur place comme si elles n'étaient jamais passées par là. Certaines personnes nous prennent vraiment comme si nous étions des animaux. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités avec leurs ordures. Notre objectif est d'apporter la propreté dans la commune et d'autres c'est de la salir. Répartis sur 6 villages, les agents travaillent par équipe de 5 avec un camion de ramassage. Les mamans balayent les ordures et les agents remplissent le camion de 7h à midi, 2 fois par semaine. Le service technique intervient par équipe dans tous les quartiers de Koungou. Soifia, qui habite dans ce quartier de Trévani, déplore le comportement de certains habitants qui jettent leurs déchets n'importe où et laissent leurs enfants fouiller les poubelles, déchirer les sachets en plastique et répandre les ordures sur les rues. C'est nous les habitants qui faisons la saleté ici. Il y a les gens de la mairie qui nettoient ici. C'est nous, les habitants, qui amènent les ordures à la maison. Dans 30 minutes, tu vas voir, tu passes ici, tu vas voir les gens qui vont amener les ordures jetées ici. Il y a même les enfants qui viennent ici pour fouiller, ils déchirent les sachets, ils prennent les bouteilles, ils cassent partout. Environ une trentaine de personnes travaillent toutes les semaines pour rendre propre la commune de Koungou. Mais tant qu'une prise de conscience de la fragilité de l'environnement ne sera pas prise, ce travail restera vain. Des déchets dont on ne vient pas à bout dans la commune de Koungou. Salim, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Est-ce que c'est quelque chose qui va être réglé un jour, selon vous? On a tous voyagé, hein. On a connu des zones très propres. Et pourtant, le démarrage, en tout cas le début de ces zones-là, ne donnait pas forcément, ne promettait pas forcément un avenir tel qu'on a vu, tel qu'on a connu. Pour prendre nos voisins de La Réunion, il y a un travail qui a été fait, on le sent et on le voit quotidiennement lorsqu'on y va. Et donc, chez nous, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Beaucoup a été fait, des années 80-90 jusqu'à ce jour. Mais il reste encore beaucoup à faire parce que dans ces années-là, on n'avait pas tous les produits qu'on a aujourd'hui. Tous les déchets qu'on a aujourd'hui. Société de consommation qui a emmené ça, selon vous? Tout à fait. C'est notre société de consommation. Bon, elle a évolué, fort heureusement qu'elle a évolué. Mais, les avantages, mais aussi des inconvénients du coup. On a eu beaucoup d'avantages, on a des avantages, mais les inconvénients restent là. Alors,
il y a quelque chose à faire. Informer, éduquer. On le voit dans d'autres localités, si on jette ne serait-ce qu'une petite canette, on risque des amendes. Alors là, je parle de canettes. Je pourrais parler de voitures, je pourrais parler de congélateurs et d'autres produits beaucoup plus gênants et nuisibles quotidiennement. Donc là, c'est l'exemple de la commune de Koungou qu'on a pris. Mais ça aurait pu être tourné dans n'importe quelle autre commune de Mayotte. L'exemple de notre chef-lieu, ne serait-ce que pendant les périodes de foire et autres, c'est quotidien, c'est quasi quotidien. Donc, en même temps, l'actualité... D'un côté, certains nettoient et d'autres salissent. Tout à fait. Et donc, lorsqu'on veut faire venir des touristes, lorsqu'on veut faire de Mayotte une attraction importante, on est en train de s'aligner sur ce qui se passe dans les autres départements. À Mayotte, peut-être on va arriver à cette situation. Ce sera peut-être une bonne chose, non? Il faut, si on veut que notre île soit propre, en tout cas, si on veut qu'un certain nombre de maladies disparaissent, on est plus obligé, on est dans l'obligation en tout cas de changer. Alors le changement, pareil, la mutation fait peur à certains, mais avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'accompagnement, je pense que les choses devraient s'arranger. C'est tout ce qu'on souhaite pour cette île. Autre sujet d'actualité, l'aide sociale estimée trop peu suffisante. Justement, Camar, dans le Faux Journal, nous donnait, lui, sa version des faits. On l'écoute. Depuis 2007 que le Conseil général piétine pour élever bien sûr les enfants, le lit aux enfants tout simplement. J'ai des enfants même qui me demandent tous les jours qui est mon père, qui est mon père. J'ai dit toi tu es une possession d'État toi. Pendant ce temps-là, l'État nous a tourné le dos pour mieux nous casser des œufs dans le dos. Camar Bourra qui reprenait les propos de Jacques Martial Henry à sa manière. Mais on va écouter la vraie version, les propos qu'a tenu Jacques Martial Henry justement, qui est président de la commission santé et de l'action sociale, et également vice-président du Conseil général. Il était au micro de Camille Leca. En matière de protection de l'enfance, Mayotte a du retard et les chiffres l'illustrent bien. En 2013, le budget de l'aide sociale à l'enfance, service du Conseil général, s'est élevé à 3,8 millions d'euros, alors que pour assurer ses missions à minima, il lui faudrait au moins 4,7 millions d'euros par an. Ce matin, face à la presse, Jacques Martial Henry, élu en charge de l'action sociale, a dénoncé ce manque de moyens. Pour lui, le Conseil général ne peut à lui seul en financer le fonctionnement. Il veut que l'État participe. On ne peut réussir que si l'État se décide à nous attribuer ces moyens nouveaux. Et nous remettons en cause cette manière de détourner les fonds au profit des associations loi 1901 qui ne sont pas habilitées, ni même le Conseil général ne leur a pas affecté cette compétence. Il n'y a que le Conseil général qui est compétent en matière de la protection de l'enfance. Il faut savoir que la compétence de la protection de l'enfance a été transférée au département par une loi votée en 2007. Mais 7 ans plus tard, le Conseil général peine encore à se mettre en ordre de marche. Au-delà des moyens financiers, il y a un autre problème à résoudre, l'encadrement des 76 assistants familiaux de l'île. Ils sont au cœur du dispositif de l'aide sociale à l'enfance et accueillent près de 300 enfants placés. Nous sommes en train de travailler pour que les assistants familiaux puissent remplir les conditions qui sont exigées par la loi, à savoir les 64 heures de formation avant la prise en charge du premier enfant et les 260 heures de formation pendant une période de 2 ans qui conditionnent le renouvellement du contrat de l'assistant familial. Pour l'heure, le Conseil général travaille sur un schéma départemental de l'enfance et de la famille qui devrait lui permettre d'être efficace d'ici 2020 avec un budget espéré de 16 millions d'euros. Avec cela, les effectifs de travailleurs sociaux et les places d'accueil devraient donc enfin augmenter. On vient de le voir, 700 mineurs suivis par l'aide sociale, 300 placés en famille d'accueil et des fonds jugés encore insuffisants pour faire avancer le social à Mayotte. Vous en pensez quoi, Salim? Un sujet très sensible et ô combien, j'allais dire,
oui, je vais rester au mot sensible, très très sensible, et en même temps très difficile à gérer. Hein, j'entends. Maintenant, le conseiller général de Mayotte ne s'est pas réveillé du jour au lendemain à constater les difficultés qu'il y a. Tout était connu, tout est connu aujourd'hui. Donc maintenant, qu'on aille demander des subventions ou en tout cas des fonds supplémentaires pour améliorer l'accompagnement, j'entends. Mais dire que on a du mal à accompagner les personnes qui ont été recrutées, qu'on a du mal à faire avancer, en tout cas prendre en charge ces enfants et leur donner le nécessaire pour continuer leur vie, je ne l'entends pas forcément de cet œil. Parce que justement, Jacques Martial Henry, on l'a vu dans le reportage, met en cause les services de l'État qui, pour lui, au lieu de distribuer, on va dire, le mot distribuer, effectivement, l'argent destiné à ces causes-là, à des associations, souhaiterait que ça soit plus donné, en fait, ça soit plus affecté à des professionnels pour que justement le social avance. Vous comprenez sa position? Alors, là aussi, professionnaliser de quelle manière? Est-ce qu'on part à Métropole, on fait des appels à candidature pour que des personnes viennent, ou est-ce qu'on accompagne ceux qui sont là sur place pour aller vers ces métiers ou ces prises en charge, en tout cas, pour aller vers la compétence, pour pouvoir prendre en charge au mieux cette population qui est ici, qui est connue par ceux qu'on peut en tout cas employer ici sur place. Il y a sans doute un accompagnement à faire, il y a sans doute une responsabilité de l'État qui est peut-être négligée, mais je pense que ce travail-là mérite quand même d'être continué dans ce sens-là, avec des moyens supplémentaires. Donc pour vous, on ne remet pas forcément en cause ces associations, il faudrait peut-être faire un travail de concert entre les services de l'État, le Conseil général et ces associations, justement. Quand on parle de l'enfance, il est très difficile de penser que pendant un certain nombre d'années, j'ai mis à disposition des enfants sur des familles alors que je ne devais pas le faire. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre là. Alors aujourd'hui, le constat est fait. S'il y a un effort à faire, c'est peut-être en tout cas les deux partenaires se mettre sur la table et parler concrètement, en tout cas chercher les moyens nécessaires à ce que ceux qui sont sur place déjà puissent bénéficier des moyens qui leur permettent d'accompagner au mieux, en tout cas de réussir au mieux cette mission. Salim, je reviens vers vous. Donc vous êtes conseiller en insertion professionnelle. Avant de nous quitter, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites. Qu'est-ce qu'un conseiller en insertion professionnelle est censé faire ou apporter? C'est un professionnel qui doit, de par son accueil très très actif, très très ouvert, rassurer la personne, l'écouter sur sa démarche, sur ses démarches, sur ce qu'elle recherche comme emploi. On va parler d'emploi, l'insertion professionnelle l'exige, et l'aider, de par les moyens qu'il a, à avancer, en tout cas à aller vers l'emploi. Cela passe par plusieurs étapes, cela passe par la formation, cela peut passer par, surtout chez nous à Mayotte, de la remise à niveau sur les matières de base. Cela passe aussi par, j'allais dire, la résolution des problèmes qu'on appelle dans notre jargon périphériques, c'est-à-dire qu'une personne qui est pressée à aller dans l'emploi, mais dont d'autres soucis, notamment financiers, notamment d'ordre social, pourraient amener à mal cette démarche-là. On va l'orienter vers le professionnel qui peut répondre dans un premier temps à cette demande-là, avant de l'amener vers, j'allais dire, de l'insérer vers l'emploi. Merci à vous Salim pour toutes ces précisions et merci à vous d'avoir partagé ces moments avec nous. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'info. Je vous souhaite d'ici là une très bonne soirée sur KTV.